Première partie. Destin. Chapitre 1er. Les données de la biologie. La femme, c'est bien simple, disent les amateurs de formules simples. Elle est une matrice, un ovaire. Elle est une femelle. Ce mot suffit à la définir. Dans la bouche de l'homme, l'épithète « femelle » sonne comme une insulte. Pourtant, il n'a pas honte de son animalité. Il est fier au contraire si l'on dit de lui « c'est un mâle ». Le terme « femelle » est péjoratif non parce qu'il enracine la femme dans la nature, mais parce qu'il la confine dans son sexe. Et si ce sexe paraît à l'homme méprisable et ennemi même chez les bêtes innocentes, c'est évidemment à cause de l'inquiète hostilité que suscite en lui la femme. Cependant, il veut trouver dans la biologie une justification de ce sentiment. Le mot « femelle » fait lever chez lui une sarabande d'images. Un énorme ovule rond happe et châtre le spermatozoïde agile. Monstrueuse et gavée, la reine des termites règne sur les mâles asservis. La menthe religieuse, l'araignée, repue d'amour, broie leur partenaire et le dévore. La chienne en rut court les ruelles, traînant après elle un sillage d'odeurs perverses. La guenon s'exhibe impudemment et se dérobe avec une hypocrite coquetterie. Et les fauves les plus superbes, la tigresse, la lionne, la panthère, se couchent servilement sous l'impériale étreinte du mâle. Inerte, impatiente, rusée, stupide, insensible, lubrique, féroce, humiliée, l'homme projette dans la femme toutes les femelles à la fois. Et le fait est qu'elle est une femelle. Mais si l'on veut cesser de penser par lieu commun, deux questions aussitôt se posent. Que représente dans le règne animal la femme? Et quelle espèce singulière de femelle se réalise dans la femme? Mâles et femelles sont deux types d'individus qui, à l'intérieur d'une espèce, se différencient en vue de la reproduction. On ne peut les définir que corrélativement. Mais il faut remarquer d'abord que le sens même de la section des espèces en deux sexes n'est pas clair. Dans la nature, elle n'est pas universellement réalisée. Pour ne parler que des animaux, on sait que chez les unicellulaires, infusoires, amibes, bacilles, etc., la multiplication est fondamentalement distincte de la sexualité, les cellules se divisant et se subdivisant solitairement. Chez certains métazoaires, la reproduction s'opère par schizogénèse, c'est-à-dire tronçonnement de l'individu dont l'origine est aussi asexuée. Ou par blastogénèse, c'est-à-dire tronçonnement de l'individu produit lui-même par un phénomène sexuel. Les phénomènes de bourgeonnement et de segmentation observés chez l'hydre d'eau douce, chez les coëlenterrés, les éponges, les vers, les tuniciers en sont des exemples bien connus. Dans les phénomènes de parthénogénèse, l'œuf vierge se développe en embryon sans l'intervention du mâle. Celui-ci ne joue aucun rôle ou seulement un rôle secondaire. Les œufs d'abeilles non fécondés se subdivisent et produisent des bourdons. Chez les pucerons, les mâles sont absents pendant une série de générations et les œufs non fécondés donnent des femelles. On a reproduit artificiellement la parthénogénèse chez l'oursin, l'étoile de mer, la grenouille. Cependant, il arrive chez les protozoaires que deux cellules fusionnent, formant ce qu'on appelle un zygote. La fécondation est nécessaire pour que les œufs de l'abeille engendrent des femelles, ceux du puceron des mâles. Certains biologistes en ont conclu que même dans les espèces capables de se perpétuer de manière unilatérale, la rénovation du germène par un mélange de chromosomes étrangers serait utile au rajeunissement et à la vigueur de la lignée. On comprendrait ainsi que dans les formes les plus complexes de la vie, la sexualité soit une fonction indispensable. Seuls les organismes élémentaires pourraient se multiplier sans sexe, et encore épuiseraient-ils ainsi leur vitalité. Mais cette hypothèse est aujourd'hui des plus controuvées. Des observations ont prouvé que la multiplication asexuée peut se produire indéfiniment sans qu'on remarque aucune dégénérescence. Le fait est particulièrement frappant chez les bacilles. Les expériences de parthénogénèse se sont faites de plus en plus nombreuses, de plus en plus audacieuses, et en beaucoup d'espèces, le mâle apparaît comme radicalement inutile. D'ailleurs, l'utilité d'un échange intercellulaire, fût-elle démontrée, elle apparaîtrait elle-même comme un pur fait injustifié. La biologie constate la division des sexes, mais fût-elle imbue de finalisme, elle ne réussit pas à la déduire de la structure de la cellule, ni des lois de la multiplication cellulaire, ni d'aucun phénomène élémentaire. L'existence de gamète 19 ne suffit pas à définir deux sexes distincts.
En fait, il arrive souvent que la différenciation des cellules génératrices n'amène pas la scission de l'espèce en deux types. Elles peuvent appartenir toutes deux à un même individu. C'est le cas des espèces hermaphrodites, si nombreuses chez les plantes et qu'on rencontre aussi chez quantité d'animaux inférieurs, entre autres chez les annelés et les mollusques. La reproduction s'effectue alors soit par autofécondation, soit par fécondation croisée. Sur ce point encore, certains biologistes ont prétendu légitimer l'ordre établi. Ils considèrent le gonochorisme, c'est-à-dire le système où les différentes gonades appartiennent à des individus distincts, comme un perfectionnement de l'hermaphroditisme, réalisé par voie évolutive. Mais d'autres tiennent au contraire le gonochorisme pour primitif. L'hermaphroditisme en serait une dégénérescence. De toute manière, ces notions de supériorité d'un système sur l'autre impliquent, touchant l'évolution, des théories des plus contestables. Tout ce qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que ces deux modes de reproduction coexistent dans la nature, qu'ils réalisent l'un et l'autre la perpétuation des espèces et que, tout comme l'hétérogénéité des gamètes, celle des organismes porteurs des gonades apparaît comme accidentelle. La séparation des individus en mâles et femelles se présente donc comme un fait irréductible et contingent. La plupart des philosophies l'ont prise pour accorder sans prétendre l'expliquer. On connaît le mythe platonicien. Au commencement, il y avait des hommes, des femmes et des androgynes. Chaque individu possédait une double face, 4 bras, 4 jambes et 2 corps accolés. Ils furent un jour fendus en deux, à la manière dont on fend les œufs, et, depuis lors, chaque moitié cherche à rejoindre sa moitié complémentaire. Les dieux décidèrent ultérieurement que par l'accouplement de deux moitiés dissemblables, de nouveaux êtres humains seraient créés. Mais c'est seulement l'amour que cette histoire se propose d'expliquer. La division en sexes est prise d'abord comme donnée. Aristote ne la justifie pas davantage, car si la coopération de la matière et de la forme est exigée en toute action, il n'est pas nécessaire que les principes actifs et passifs soient distribués en deux catégories d'individus hétérogènes. Ainsi, saint Thomas déclare-t-il que la femme est un être occasionnel, ce qui est une manière de poser, dans une perspective masculine, le caractère accidentel de la sexualité. Hegel, cependant, eût été infidèle à son délire rationaliste s'il n'eût tenté de la fonder logiquement. La sexualité représente selon lui la médiation à travers laquelle le sujet s'atteint concrètement comme genre. Le genre se produit en lui comme un effet contre cette disproportion de sa réalité individuelle, comme un désir de retrouver dans un autre individu de son espèce le sentiment de lui-même en s'unissant à lui, de se compléter et d'envelopper par là le genre dans sa nature et l'amener à l'existence. C'est l'accouplement. Philosophie de la nature, 3e partie, section 369. Et un peu plus loin, le processus consiste en ceci, savoir ce qu'ils sont en soi, c'est-à-dire un seul genre, une seule et même vie subjective, il le pose aussi comme tel. Et Hegel déclare ensuite que pour que le processus de rapprochement s'effectue, il faut d'abord qu'il y ait différenciation des deux sexes. Mais sa démonstration n'est pas convaincante, on y sent trop le parti pris de retrouver en toute opération les 3 moments du syllogisme. Le dépassement de l'individu vers l'espèce, par lequel individu et espèce s'accomplissent dans leur vérité, pourrait s'effectuer sans 3e terme, dans le simple rapport du générateur à l'enfant. La reproduction pourrait être asexuée. Ou encore, le rapport de l'un à l'autre pourrait être le rapport de deux semblables, la différenciation résidente dans la singularité des individus d'un même type, comme il arrive dans les espèces hermaphrodites. La description de Hegel dégage une très importante signification de la sexualité, mais son erreur est toujours de faire de signification raison. C'est en exerçant l'activité sexuelle que les hommes définissent les sexes et leurs relations comme ils créent le sens et la valeur de toutes les fonctions qu'ils accomplissent. Mais elle n'est pas nécessairement impliquée dans la nature de l'être humain. Dans la phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty fait observer que l'existence humaine nous oblige à réviser les notions de nécessité et de contingence. L'existence, dit-il, n'a pas d'attribut fortuit, pas de contenu qui ne contribue à lui donner sa forme. Elle n'admet pas en elle-même de purs faits parce qu'elle est le mouvement par lequel les faits sont assumés. C'est vrai, mais il est vrai aussi qu'il est des conditions sans lesquelles le fait même de l'existence apparaît comme impossible. La présence au monde implique rigoureusement la position d'un corps qui soit à la fois une chose du monde et un point de vue sur ce monde. Mais il n'est pas exigé que ce corps possède telle ou telle structure particulière. Dans L'être et le néant, Sartre discute l'affirmation de Heidegger selon laquelle la réalité humaine est vouée à la mort du fait de sa finitude.
Il établit qu'une existence finie et temporellement illimitée serait concevable. Néanmoins, si la vie humaine n'était pas habitée par la mort, le rapport de l'homme au monde et à soi-même serait si profondément bouleversé que la définition « l'homme est mortel » se découvre comme toute autre chose qu'une vérité empirique. Immortel, un existant ne serait plus ce que nous appelons un homme. Une des caractéristiques essentielles de son destin, c'est que le mouvement de sa vie temporelle crée derrière lui et devant lui l'infinité du passé et de l'avenir. La perpétuation de l'espèce apparaît donc comme le corrélatif de la limitation individuelle. Ainsi peut-on considérer le phénomène de la reproduction comme ontologiquement fondé. Mais il faut s'arrêter là. La perpétuation de l'espèce n'entraîne pas la différenciation sexuelle. Que celle-ci soit assumée par les existants de telle manière qu'ils rentrent dans la définition concrète de l'existence, soit, il n'en demeure pas moins qu'une conscience sans corps, qu'un homme immortel sont rigoureusement inconcevables. Tandis qu'on peut imaginer une société se reproduisant par parthénogenèse ou composée d'hermaphrodites. Quant au rôle respectif des deux sexes, c'est un point sur lequel les opinions ont beaucoup varié. Elles ont été d'abord dénuées de tout fondement scientifique, elles reflétaient seulement des mythes sociaux. On a longtemps pensé, on pense encore dans certaines sociétés primitives à filiation utérine, que le père n'a aucune part dans la conception de l'enfant. Les larves ancestrales s'infiltreraient sous forme de germes vivants dans le ventre maternel. À l'avènement du patriarcat, le mâle réclame âprement sa postérité. On est bien obligé d'accorder encore un rôle à la mère dans la procréation, mais on admet qu'elle ne fait que porter et engraisser la semence vivante. Le père seul est créateur. Aristote imagine que le fœtus est produit par la rencontre du sperme et des monstrues. Dans cette symbiose, la femme fournit seulement une matière passive. C'est le principe mâle qui est force, activité, mouvement, vie. C'est aussi la doctrine d'Hippocrate qui reconnaît deux espèces de semences, une faible ou femelle et une forte qui est mâle. La théorie aristotélicienne s'est perpétuée à travers tout le Moyen-Âge et jusque dans l'époque moderne. À la fin du XVIIe, Harvey, sacrifiant des biches peu après l'accouplement, trouva dans les cornes de l'utérus des vésicules qu'il considéra comme des œufs et qui étaient en réalité des embryons. Le Danois Sténon donna le nom d'ovaire aux glandes génitales femelles qu'on appelait jusque-là des testicules féminins. Et il remarqua à leur surface l'existence de vésicures que Graaff, en 1677, identifia à tort avec l'œuf et auquel il donna son nom. On continua à regarder l'ovaire comme un homologue de la glande mâle. Cette même année, cependant, on découvrit les animalcules spermatiques et on constata qu'ils pénétraient dans l'utérus féminin. Mais on croyait qu'ils ne faisaient que s'y nourrir et que l'individu était déjà préfiguré en eux. Le Hollandais Hartzacker, en 1694, dessinait une image de l'homonculus caché dans le spermatozoïde et en 1699, un autre savant déclare qu'il a vu le spermatozoïde rejeter une sorte de mue sous laquelle est apparu un petit homme qu'il a dessiné lui aussi. La femme se bornait donc dans ses hypothèses à engraisser un principe vivant, actif et déjà parfaitement constitué. Ces théories ne sont pas universellement reçues et les discussions se poursuivent au XIXe. C'est l'invention du microscope qui permet d'étudier l'œuf animal. En 1827, Baer identifie l'œuf des mammifères. C'est un élément contenu à l'intérieur de la vésicule de Graaff. Bientôt, on put en étudier la segmentation. En 1835 furent découverts le sarcome, c'est-à-dire le protoplasme, puis la cellule. Et en 1877 fut réalisée une observation qui montrait la pénétration du spermatozoïde dans l'œuf de l'étoile de mer. À partir de là, fut établie la symétrie des noyaux des deux gamètes, le détail de leur fusion a été analysé pour la première fois en 1883 par un zoologiste belge. Mais les idées d'Aristote n'ont cependant pas perdu tout crédit. Hegel estime que les deux sexes doivent être différents. L'un sera actif, l'autre passif, et il va de soi que la passivité sera le lot de la femelle. L'homme est ainsi, par suite de cette différenciation, le principe actif, tandis que la femme est le principe passif parce qu'elle demeure dans son unité non développée 21. Et même une fois l'ovule reconnu comme un principe actif, les hommes ont encore tenté d'opposer son inertie à l'agilité du spermatozoïde. Aujourd'hui, une tendance opposée se dessine. Les découvertes de la parthénogenèse ont amené certains savants à réduire le rôle du mâle à celui d'un simple agent physico-chimique. Il s'est révélé qu'en quelques espèces, l'action d'un acide ou une excitation mécanique pouvait suffire à provoquer la segmentation de l'œuf et le développement de l'embryon. À partir de là, on a hardiment supposé que le gamète mâle ne serait pas nécessaire à la génération, il serait tout au plus un ferment. Peut-être la coopération de l'homme à la procréation deviendra-t-elle un jour inutile. Il paraît que c'est là le vœu d'un grand nombre de femmes.
Mais rien n'autorise une anticipation si hardie, parce que rien n'autorise à universaliser les processus spécifiques de la vie. Les phénomènes de la multiplication asexuée et de la parthénogénèse n'apparaissent ni plus ni moins fondamentaux que ceux de la reproduction sexuée. Nous avons dit que celle-ci n'est pas a priori privilégiée, mais aucun fait n'indique qu'elle soit réductible à un mécanisme plus élémentaire. Ainsi, récusant toute doctrine a priori, toute théorie hasardeuse, nous nous trouvons placés devant un fait dont on ne peut fournir ni fondement ontologique, ni justification empirique et dont on ne saurait comprendre a priori la portée. C'est en l'examinant dans sa réalité concrète que nous pourrons espérer en dégager la signification. Alors, peut-être, le contenu du mot « femelle » se révélera-t-il. Nous n'entendons pas proposer ici une philosophie de la vie, et dans la querelle qui oppose finalisme et mécanisme, nous ne voulons pas prendre hâtivement parti. Cependant, il est remarquable que tous les physiologistes et les biologistes emploient un langage plus ou moins finaliste, du seul fait qu'ils donnent un sens aux phénomènes vitaux. Nous adopterons leur vocabulaire. Sans rien décider touchant le rapport entre vie et conscience, on peut affirmer que tout fait vivant indique une transcendance, quand toute fonction s'empâte un projet. Nos descriptions ne sous-entendent rien de plus. Dans la grande majorité des espèces, les organismes mâles et femelles coopèrent en vue de la reproduction. Ils sont fondamentalement définis par les gamètes qu'ils produisent. Chez quelques algues et chez quelques champignons, ces cellules qui fusionnent pour produire l'œuf sont identiques. Ces cas d'isogamie sont significatifs en ce qu'ils manifestent l'équivalence basale des gamètes. D'une manière générale, ceux-ci sont différenciés, mais leur analogie demeure frappante. Spermatozoïdes et ovules résultent d'une évolution de cellules primitivement identiques. Le développement des cellules primitives femelles en oocytes diffère de celui des spermatocytes par des phénomènes protoplasmiques, mais les phénomènes nucléaires sont sensiblement les mêmes. L'idée exprimée en 1903 par le biologiste Ansel est considérée encore aujourd'hui comme valable. Une cellule progerminatrice indifférenciée deviendra mâle ou femelle suivant les conditions qu'elle rencontre dans la glande génitale au moment de son apparition, conditions réglées par la transformation d'un certain nombre de cellules épithéliales en éléments nourriciers élaborateurs d'un matériel spécial. Cette parenté originaire s'exprime dans la structure des deux gamètes qui, à l'intérieur de chaque espèce, portent le même nombre de chromosomes. Au moment de la fécondation, les deux noyaux confondent leur substance et en chacun s'opère une réduction des chromosomes qui se trouve ramenée à la moitié de leur nombre primitif. Cette réduction se produit en tous deux de manière analogue. Les deux dernières divisions de l'ovule aboutissant à la formation des globules polaires équivalent aux dernières divisions du spermatozoïde. On pense aujourd'hui que selon les espèces, c'est le gamète mâle ou femelle qui décide de la détermination du sexe. Chez les mammifères, c'est le spermatozoïde qui possède un chromosome hétérogène aux autres et dont la potentialité est tantôt mâle et tantôt femelle. Quant à la transmission des caractères héréditaires, d'après les lois statistiques de Mendel, elle s'effectue également par le père et par la mère. Ce qu'il est important de noter, c'est que dans cette rencontre, aucun des gamètes n'a de privilège sur l'autre. Tous deux sacrifient leur individualité, l'œuf absorbe la totalité de leur substance. Il y a donc deux préjugés fort courants qui, tout au moins à ce niveau biologique fondamental, se révèlent faux. Le premier, c'est la passivité de la femelle. L'étincelle vivante n'est enfermée dans aucun des deux gamètes, elle jaillit de leur rencontre. Le noyau de l'ovule est un principe vital exactement symétrique à celui du spermatozoïde. Le second préjugé contredit le premier, ce qui n'empêche que souvent ils coexistent. C'est que la permanence de l'espèce est assurée par la femelle, le principe mâle ayant une existence explosive et fugace. En réalité, l'embryon perpétue le germe du père autant que celui de la mère et les retransmet ensemble à ses descendants sous une forme tantôt mâle et tantôt femelle. C'est pour ainsi dire un germe androgyne qui, de génération en génération, survit aux avatars individuels du soma. Ceci dit, il reste qu'entre l'ovule et le spermatozoïde, on observe des différences secondaires des plus intéressantes. La singularité essentielle de l'ovule, c'est qu'il est chargé de matériaux destinés à nourrir et à protéger l'embryon. Il accumule des réserves aux dépenses desquelles le fœtus édifiera ses tissus, réserves qui sont non une substance vivante, mais une matière inerte.
Il en résulte qu'il présente une forme massive, sphérique ou ellipsoïdale et qu'il est relativement volumineux. On sait quelles dimensions atteint l'œuf de l'oiseau. Chez la femme, l'ovule mesure 0,13 mm de diamètre, tandis que dans le sperme humain, on trouve 60 000 spermatozoïdes par millimètre cube. La masse du spermatozoïde est extrêmement réduite. Il a une queue filiforme, une petite tête allongée, aucune substance étrangère l'alourdit, il est tout entier vie. Cette structure le voue à la mobilité. Au lieu que, l'ovule où se trouve engrangé l'avenir du fœtus est en élément fixe. Enfermé dans l'organisme femelle ou suspendu dans un milieu extérieur, il attend passivement la fécondation. C'est le gamète mâle qui va à sa recherche. Le spermatozoïde est toujours une cellule nue. L'ovule est, selon les espèces, protégé ou non par une membrane. Mais en tout cas, dès que le spermatozoïde entre en contact avec lui, il le bouscule, le fait osciller et s'enfiltre en lui. Le gamète mâle abandonne sa queue, sa tête se gonfle et d'un mouvement tournant gagne le noyau. Pendant ce temps, l'œuf forme aussitôt une membrane qui le ferme aux autres spermatozoïdes. Chez les échinodiens, où la fécondation est externe, il est facile d'observer, autour de l'ovule qui flotte inerte, la ruée des spermatozoïdes qui se disposent autour de lui en auréole. Cette compétition est aussi un phénomène important qui se retrouve dans la plupart des espèces. Beaucoup plus petit que l'ovule, le spermatozoïde est généralement émis en quantité beaucoup plus considérable et chaque ovule a de nombreux prétendants. Ainsi, l'ovule, actif dans son principe essentiel, à savoir le noyau, est superficiellement passif. Sa masse fermée sur soi, empâtée en elle-même, évoque l'épaisseur nocturne et le repos de l'en-soi. C'est sous la forme de la sphère que les anciens se représentaient le monde clos, l'atome opaque. Immobile, l'ovule attend. Au contraire, le spermatozoïde ouvert, menu, agile, figure l'impatience et l'inquiétude de l'existence. Il ne faut pas se laisser entraîner au plaisir des allégories. On a parfois assimilé l'ovule à l'immanence, le spermatozoïde à la transcendance. C'est en renonçant à sa transcendance, à sa mobilité, que celui-ci pénètre l'élément femelle. Il est happé et châtré par la masse inerte qu'il absorbe après l'avoir mutilé de sa queue. C'est là une action magique, inquiétante comme toutes les actions passives. Tandis que l'activité du gamète mâle est rationnelle, c'est un mouvement mesurable en temps et espace. En vérité, ce ne sont guère là que des divagations. Gamète mâle et femelle se fondent ensemble dans l'œuf. Ensemble, ils se suppriment dans leur totalité. Il est faux de prétendre que l'ovule absorbe voracement le gamète mâle et aussi faux de dire que celui-ci s'annexe victorieusement les réserves de la cellule femelle, puisque dans l'acte qui les confond, l'individualité de l'un et de l'autre se perd. Et sans doute, le mouvement apparaît à la pensée mécaniste comme le phénomène rationnel par excellence. Mais pour la physique moderne, ce n'est pas une idée plus claire que celle d'action à distance. D'ailleurs, on ignore le détail des actions physico-chimiques aboutissant à la rencontre fécondante. Il est possible pourtant de retenir de cette confrontation une indication valable. Il y a dans la vie deux mouvements qui se conjuguent. Elle ne se maintient qu'en se dépassant, elle ne se dépasse qu'à condition de se maintenir. Ces deux moments s'accomplissent toujours ensemble, il est abstrait de prétendre les scinder. Cependant, c'est tantôt l'un et tantôt l'autre qui dominent. Les deux gamètes, dans leur union, à la fois se dépassent et se perpétuent. Mais l'ovule, dans sa structure, anticipe sur les besoins à venir. Il est constitué de manière à nourrir la vie qui s'éveillera en lui. Au contraire, le spermatozoïde n'est aucunement équipé pour assurer le développement du germe qu'il suscite. En revanche, l'ovule est incapable de produire le changement qui provoquera une explosion neuve de vie, tandis que le spermatozoïde se déplace. Sans la prévoyance ovulaire, son action serait vaine. Mais sans son initiative, l'ovule n'accomplirait pas ses possibilités vivantes. Nous concluons donc que fondamentalement, le rôle des deux gamètes est identique. Ils créent ensemble un être vivant dans lequel tous deux se perdent et se dépassent. Mais dans les phénomènes secondaires et superficiels qui conditionnent la fécondation, c'est par l'élément mâle que s'opère la variation de situation nécessaire à l'éclosion neuve de la vie. C'est par l'élément femelle que cette éclosion se fixe en un organisme stable. Il serait hardi de déduire d'une telle constatation que la place de la femme est au foyer, mais il y a des gens hardis. Dans son livre « Le tempérament et le caractère », Alfred Fouillé prétendait naguère définir la femme tout entière à partir de l'ovule et l'homme à partir du spermatozoïde. Beaucoup de théories soi-disant profondes reposent sur ce jeu de douteuses analogies. On ne sait trop à quelle philosophie de la nature ces pseudo-pensées se réfèrent. Si l'on considère les lois de l'hérédité, hommes et femmes sont également issus d'un spermatozoïde et d'un ovule. Je suppose que flottent plutôt dans ces esprits brumeux les survivances de la vieille philosophie moyenâgeuse selon laquelle le cosmos était l'exact reflet d'un microcosme. On imagine que l'ovule est un homuncule femelle, la femme un ovule géant.
Ces rêveries délaissées depuis les temps de l'alchimie font un bizarre contraste avec la précision scientifique des descriptions sur lesquelles on se fonde dans le même instant. La biologie moderne s'accommode mal du symbolisme médiéval, mais nos gens n'y regardent pas de si près. Si l'on est un peu scrupuleux, on accordera cependant qu'il y a de l'ovule à la femme un long chemin. Dans l'ovule, la notion même de femelle n'est pas encore contenue. Hegel remarque justement que le rapport sexuel ne se laisse pas ramener au rapport des deux gamètes. Il nous faut donc étudier l'organisme femelle dans sa totalité. On a dit déjà que chez nombre de végétaux et certains animaux inférieurs, entre autres les mollusques, la spécification des gamètes n'entraîne pas celle des individus, chacun d'eux produisant à la fois ovules et spermatozoïdes. Même lorsque les sexes se séparent, il n'existe pas entre eux de barrières étanches, comme celles qui cloisonnent les espèces. De même que les gamètes se définissent à partir d'un tissu originel indifférencié, mâles et femelles apparaissent plutôt comme des ariations sur une base commune. Chez certains animaux, le cas le plus typique est celui de la bonellie, l'embryon est d'abord asexué et ce sont les hasards de son développement qui décident ultérieurement de sa sexualité. On admet aujourd'hui que dans la plupart des espèces, la détermination du sexe dépend de la constitution génotypique de l'œuf. L'œuf vierge de l'abeille se reproduisant par parthénogénèse donne exclusivement des mâles, celui des pucerons dans les mêmes conditions exclusivement des femelles. Quand les œufs sont fécondés, il est remarquable que, sauf peut-être chez certaines araignées, le nombre des individus mâles et femelles procréés est sensiblement égal. La différenciation provient de l'hétérogénéité d'un des deux types de gamètes. Chez les mammifères, ce sont les spermatozoïdes qui possèdent soit une potentialité mâle, soit une potentialité femelle. On ne sait trop ce qui, au cours de la spermatogénèse ou de l'ovogénèse, décide du caractère singulier des gamètes hétérogènes. En tout cas, les lois statistiques de Mendel suffisent à en expliquer la distribution régulière. Pour les deux sexes, le processus de fécondation et le début du développement embryonnaire s'effectuent de manière identique. Le tissu épithélial destiné à évoluer en gonade est au départ indifférencié. C'est à un certain stade de maturation que les testicules s'affirment ou que plus tardivement s'ébauche l'ovaire. Ceci explique qu'entre l'hermaphroditisme et le gonochorisme, il existe une quantité d'intermédiaires. Très souvent, un des sexes possède certains organes caractéristiques du sexe complémentaire. Le cas le plus frappant est celui du crapaud. On observe chez le mâle un ovaire atrophié nommé organe de Bidaire et qu'on peut artificiellement amener à produire des œufs. Chez les mammifères demeurent des vestiges de cette bipotentialité sexuelle. Entre autres, l'hydratyle pédiculé et sessile, l'utérus masculinus, les glandes mammaires chez le mâle et chez la femelle, le canal de Gartner, le clitoris. Même dans les espèces où la division sexuelle est la plus tranchée, il y a des individus qui sont mâles et femelles à la fois. Les cas d'intersexualité sont nombreux chez les animaux et chez l'homme. Et on rencontre chez les papillons, les crustacés, des exemples de gynandromorphisme où les caractères mâles et femelles se juxtaposent en une sorte de mosaïque. C'est que, génotypiquement défini, le fœtus est cependant profondément influencé par le milieu dans lequel il puise sa substance. On sait que chez les fourmis, les abeilles, les termites, c'est le mode de nutrition qui fait de la larve une femelle achevée ou qui enraie sa maturation sexuelle, la réduisant au rang d'ouvrière. L'influence en ce cas porte sur tout l'ensemble de l'organisme. Chez les insectes, le soma est sexuellement défini à une période très précoce et ne dépend pas des gonades. Chez les vertébrés, ce sont essentiellement les hormones émanant des gonades qui jouent un rôle régulateur. On a démontré par une quantité d'expériences qu'en faisant varier le milieu endocrinien, on pouvait agir sur la détermination du sexe. D'autres expériences de greffe et de castration réalisées sur des animaux adultes ont conduit à la théorie moderne de la sexualité. Chez les mâles et femelles des vertébrés, le soma est identique. On peut le considérer comme un élément neutre. C'est l'action de la gonade qui lui donne ses caractéristiques sexuelles. Certaines des hormones sécrétées opèrent comme stimulants et d'autres comme inhibiteurs. Le tractus génital lui-même est de nature somatique et l'embryologie montre qu'il se précise sous l'influence des hormones à partir d'ébauches bisexuelles. Il y a intersexualité lorsque l'équilibre hormonal n'a pas été réalisé et qu'aucune des deux potentialités sexuelles ne s'est nettement accomplie. Également distribués dans l'espèce, évolués de manière analogue à partir de racines identiques, les organismes mâles et femelles, une fois leur formation achevée, apparaissent comme profondément symétriques. Tous deux se caractérisent par la présence de glandes productrices de gamètes, ovaires ou testicules, les processus de spermatogénèse et d'ovogénèse étant, on l'a vu déjà, analogues.
Ces glandes délivrent leurs sécrétions dans un canal plus ou moins complexe selon la hiérarchie des espèces. La femelle laisse s'échapper l'œuf directement par l'oviducte ou le retient dans le cloaque ou dans un utérus différencié avant de l'expulser. Le mâle lâche la semence au dehors où il est muni d'un organe copulateur qui lui permet de l'introduire dans la femelle. Statiquement, mâle et femelle apparaissent donc comme deux types complémentaires. Il faut les considérer d'un point de vue fonctionnel pour saisir leur singularité. Il est très difficile de donner de la notion de femelle une description généralement valable. La définir comme porteuse d'ovules et le mâle comme porteur de spermatozoïdes est très insuffisant, car le rapport de l'organisme gonade est extrêmement variable. Inversement, la différenciation des gamètes n'affecte pas directement l'ensemble de l'organisme. On a prétendu parfois que l'ovule étant plus gros consommait plus de force vivante que le spermatozoïde. Mais celui-ci est sécrété en quantité infiniment plus considérable, si bien que dans les deux sexes, la dépense s'équilibre. On a voulu voir dans la spermatogénèse un exemple de prodigalité et dans l'ovulation un modèle d'économie. Mais il y a aussi dans ce phénomène une absurde profusion. L'immense majorité des ovules n'est jamais fécondée. De toute façon, gamètes et gonades ne nous offrent pas un microcosme de l'organisme tout entier. C'est celui-ci qu'il faut directement étudier. Un des traits les plus remarquables quand on parcourt les degrés de l'échelle animale, c'est que de bas en haut, la vie s'individualise. En bas, elle s'emploie au seul maintien de l'espèce. En haut, elle se dépense à travers des individus singuliers. Dans les espèces rudimentaires, l'organisme se laisse presque réduire à l'appareil reproducteur. En ce cas, il y a une primauté de l'ovule, donc de la femelle, puisque c'est surtout l'ovule qui est voué à la pure répétition de la vie. Mais elle n'est guère autre chose qu'un abdomen, et son existence est tout entière dévorée par le travail d'une monstrueuse ovulation. Elle atteint par rapport au mâle les dimensions d'une géante. Mais souvent, ses membres ne sont que des moignons, son corps un sac informe, tous les organes dégénèrent au profit des œufs. En vérité, quoique constituant deux organismes distincts, mâles et femelles, peuvent alors être à peine considérés comme des individus. Ils ne forment qu'un seul tout aux éléments indissolublement liés. Ce sont là des cas intermédiaires entre l'hermaphroditisme et le gonochorisme. Ainsi, chez les antoniciens qui vivent en parasite sur le crabe, la femelle est une sorte de boudin blanchâtre entouré de lamelles incubatrices qui renferment des milliers d'œufs. Au milieu de ceux-ci se trouvent de minuscules mâles et des larves destinées à fournir des mâles de remplacement. L'asservissement du mâle nain est encore plus total chez l'Edriolidnus. Il est fixé sous l'opercule de la femelle, il ne possède pas de tube digestif personnel, son rôle est uniquement reproducteur. Mais dans tous ces cas, la femelle n'est pas moins asservie que lui. Elle est asservie à l'espèce. Si le mâle est rivé à son épouse, celle-ci est aussi rivée, soit à un organisme vivant dont elle se nourrit en parasite, soit à un substratum minéral. Elle se consume à produire les œufs que le mâle minuscule féconde. Quand la vie prend des figures un peu plus complexes, une autonomie individuelle s'ébauche, et le lien qui unit les sexes se relâche. Mais chez les insectes, ils demeurent tous deux étroitement subordonnés aux œufs. Souvent, comme chez les éphémères, les deux époux meurent aussitôt après le coït et la ponte. Parfois, comme chez les rotifères et les moustiques, le mâle, dépourvu d'appareil digestif, périt après la fécondation, tandis que la femelle peut se nourrir et survit. C'est que la formation des œufs et leur ponte réclame un peu de temps. La mère expire dès que le sort de la génération suivante est assuré. Le privilège détenu par la femelle chez un grand nombre d'insectes provient de ce que la fécondation est un processus généralement très rapide, tandis que l'ovulation et l'incubation des œufs réclament un long travail. Chez les termites, l'énorme reine, gavée de bouillie et qui pond un œuf par seconde jusqu'à ce que, devenue stérile, on la massacre impitoyablement, n'est pas moins esclave que le mâle nain fixé sur son abdomen et qui féconde les œufs au moment de leur expulsion. Dans les matriarcats que constituent les fourmilières et les ruches, les mâles sont des importants qu'on massacre à chaque saison. Au moment du vol nuptial, toutes les fourmis mâles s'échappent de la fourmilière et s'envolent vers les femelles. S'ils les atteignent et les fécondent, ils meurent aussitôt, épuisés. Sinon, les ouvrières ne les laissent pas rentrer, elles les tuent devant les portes ou les laissent mourir de faim. Mais la femelle fécondée est une triste destinée. Elle s'enfonce solitairement dans la terre et souvent périt d'épuisement en pondant les premiers œufs. Si elle réussit à reconstituer une fourmilière, elle y passe 12 années enfermée à pondre sans répit.
Les ouvrières, qui sont des femelles dont la sexualité a été atrophiée, vivent 4 ans, mais d'une vie tout entière consacrée à l'élevage des larves. De même chez les abeilles. Le bourdon qui rejoint la reine dans son vol nuptial retombe sur le sol éventré. Les autres bourdons sont accueillis à leur retour dans la ruche où ils mènent une existence oisive et encombrante. Au début de l'hiver, ils sont exécutés. Mais les femelles avortées, que sont les ouvrières, achattent leur droit à la vie par un travail incessant. La reine est en fait l'esclave de la ruche. Elle pond sans répit. Et quant à la mort de la vieille reine, plusieurs larves sont nourries de manière à pouvoir briguer sa succession. La première éclose assassine les autres au berceau. Chez l'araignée géante, la femelle porte ses œufs dans un sac jusqu'à ce qu'ils arrivent à maturité. Elle est beaucoup plus grande et plus robuste que le mâle et il arrive qu'elle le dévore après l'accouplement. On observe les mêmes mœurs chez la menthe religieuse, autour de laquelle s'est cristallisé le mythe de la féminité dévorante. L'ovule châtre le spermatozoïde, la menthe assassine son époux, ces faits préfigureraient un rêve féminin de castration. Mais en vérité, c'est en captivité surtout que la menthe manifeste tant de cruauté. En liberté, au milieu d'aliments assez riches, il est très rare qu'elle fasse du mal son repas. Si elle le mange, c'est comme la fourmi solitaire souvent mange quelques-uns de ses propres œufs afin d'avoir la force de pondre et de perpétuer l'espèce. Voir dans ces faits une annonce de la lutte des sexes qui met aux prises des individus en tant que tels, c'est divaguer. Ni chez les fourmis, les abeilles, les termites, ni chez l'araignée ou la menthe religieuse, on ne peut dire que la femelle asservit et dévore le mâle, c'est l'espèce qui, par des voies différentes, les dévore tous deux. La femelle vit plus longtemps et elle semble avoir plus d'importance. Mais elle ne possède aucune autonomie. La ponte, l'incubation, le soin des larves composent tout son destin. Ses autres fonctions sont totalement ou partiellement atrophiées. Dans le mâle, au contraire, s'ébauche une existence individuelle. Très souvent, il manifeste dans la fécondation plus d'initiative que la femelle. C'est lui qui va à sa recherche, qui l'attaque, la palpe, la saisit et lui impose le coït. Parfois, il faut lui combattre d'autres mâles. Corrélativement, les organes de la locomotion, du tact, de l'appréhension sont souvent chez lui plus évolués. Beaucoup de papillons femelles sont aptères, tandis que leurs mâles ont des ailes. Les mâles ont des couleurs, des élytres, des pattes, des pinces plus développées. Et parfois cette richesse s'accompagne d'un vin luxe de couleurs brillantes. En dehors du coït fugace, la vie du mâle est inutile, gratuite. À côté de la diligence des ouvrières, l'oisiveté des bourdons est un remarquable privilège. Mais ce privilège est scandale. Souvent de mâles paye de sa vie une futilité où s'ébauche l'indépendance. L'espèce qui tient les femelles en esclavage punit le mâle qui prétend lui échapper. Elle le supprime brutalement. Dans les formes plus élaborées de la vie, la reproduction devient production d'organismes différenciés. Elle prend un double visage. Maintenant l'espèce, elle crée aussi de nouveaux individus. Ce côté novateur s'affirme au fur et à mesure que la singularité de l'individu se confirme. Il est frappant alors que les deux moments de la perpétuation et de la création se divisent. Cette scission, déjà indiquée au moment de la fécondation de l'œuf, se retrouve dans l'ensemble du phénomène générateur. Ce n'est pas la structure même de l'ovule qui commande cette division. La femelle possède comme le mâle une certaine autonomie et son lien avec l'ovule se relâche. Le poisson, le batracien, l'oiseau femelle sont tout autre chose qu'un abdomen. Moins le lien de la mère avec l'œuf est étroit, moins le travail de la parturition représente une tâche absorbante, plus il y a d'indétermination dans le rapport des parents avec leur progéniture. Il peut arriver que ce soit le père qui se charge d'entretenir les vies fraîches et closes, c'est une chose fréquente chez les poissons. L'eau est un élément susceptible de porter les ovules et le sperme et d'assurer leur rencontre. La fécondation dans le domaine aquatique est presque toujours externe. Les poissons ne s'accouplent pas. Tout au plus, certains se frottent-ils l'un contre l'autre pour se stimuler. La mère expulse les ovules, le père la semence. Leur rôle est identique. Il n'y a pas de raison pour que la mère plus que le père reconnaisse les œufs comme siens. Dans certaines espèces, ceux-ci sont abandonnés par les parents et se développent sans secours. Parfois, un nid leur a été préparé par la mère. Parfois encore, elle veille sur eux après la fécondation. Mais très souvent, c'est le père qui les prend en charge. Aussitôt qu'il les a fécondés, il chasse au loin la femelle qui tente de les dévorer, il les défend sauvagement contre toute approche. On en cite qui constituent une sorte de nid protecteur en émettant des bulles d'air enrobées d'une substance isolante. Souvent aussi, ils incubent les œufs dans leur bouche ou, comme l'hippocampe, dans les plis du ventre.
On observe chez les batraciens des phénomènes analogues. Ils ne connaissent pas un véritable coït. Le mâle enlace la femelle et par son enlacement stimule la ponte. Au fur et à mesure que les œufs s'échappent du cloaque, il laisse échapper sa semence. Très souvent, en particulier chez le crapaud connu sous le nom de crapaud accoucheur, c'est le père qui, enroulant autour de ses pattes les chapelets d'œufs, les transporte avec lui et en assure l'éclosion. Chez l'oiseau, la formation de l'œuf à l'intérieur de la femelle s'opère assez lentement. L'œuf est relativement gros et s'expulse assez difficilement. Il a, avec la mère, des rapports beaucoup plus étroits qu'avec le père, qui l'a fécondé au cours du coït rapide. C'est généralement la femelle qui le couve et qui veille ensuite sur les petits. Mais très fréquemment, le père participe à la construction du nid, à la protection et à la nutrition des petits. Il y a des cas assez rares, par exemple chez les passereaux, où c'est lui qui les couve et qui les élève. Les pigeons mâles et femelles sécrètent dans leur jabot une sorte de lait dont ils alimentent les oisillons. Ce qui est remarquable en tous ces cas où le père joue un rôle nourricier, c'est que pendant la période où il se consacre à sa progéniture, la spermatogénèse s'interrompt. Occupé à maintenir la vie, il n'a plus l'impulsion d'en susciter des formes nouvelles. C'est chez les mammifères que la vie prend les formes les plus complexes et s'individualise le plus concrètement. Alors, la scission des deux moments vitaux, maintenir et créer, se réalise de manière définitive dans la séparation des sexes. C'est dans cet embranchement, à ne considérer que les vertébrés, que la mère soutient avec sa progéniture les rapports les plus étroits et que le père s'en désintéresse davantage. Tout l'organisme de la femelle est adapté à la servitude de la maternité et commandé par elle, tandis que l'initiative sexuelle est l'apanage du mâle. La femelle est la proie de l'espèce. Pendant 1 ou 2 saisons, selon les cas, toute sa vie est réglée par un cycle sexuel, le cycle œstrien, dont la durée, comme le rythme de succession, varie d'une espèce à l'autre. Ce cycle se décompose en 2 phases. Pendant la première, il y a maturation des ovules, en nombre variable selon les espèces, et dans l'utérus, un processus de nidification. Pendant la seconde, se produit une nécrose grasseuse qui aboutit à l'élimination de l'édifice ainsi élaboré sous forme d'un écoulement blanchâtre. L'ostrus correspond à la période du rut, mais le rut a chez la femelle un caractère passif. Elle est prête à recevoir le mâle, elle l'attend, il arrive même chez les mammifères, comme aussi chez certains oiseaux, qu'elle le sollicite. Mais elle se borne à lui adresser un appel par des cris, des parades ou des exhibitions. Elle ne saurait imposer le coït. En fin de compte, c'est à lui que revient la décision. On a vu que même chez les insectes, où, par le sacrifice total qu'elle consent à l'espèce, la femelle s'assure de si grands privilèges, c'est ordinairement le mâle qui provoque la fécondation. Souvent, chez les poissons, il invite la femelle à la ponte par sa présence ou par des attouchements. Chez les batraciens, il agit comme stimulateur. Mais c'est surtout chez les oiseaux et les mammifères qu'il s'impose à elle. Très souvent, elle le subit avec indifférence ou même elle lui résiste. Fût-elle provocante, consentante, c'est lui de toute façon qui la prend. Elle est prise. Le mot a souvent un sens très précis, soit parce qu'il possède des organes adaptés, soit parce qu'il est le plus fort, le mâle la saisit, l'immobilise. C'est lui qui effectue activement les mouvements du coït. Chez beaucoup d'insectes, chez les oiseaux et chez les mammifères, il la pénètre. Par là, elle apparaît comme une intériorité violée. Ce n'est pas à l'espèce que le mâle fait violence, car celle-ci ne se perpétue qu'en se rénovant. Elle périrait si ovules et spermatozoïdes ne se rejoignaient pas. Seulement, la femelle, chargée de protéger l'œuf, l'enferme en elle-même et son corps, qui constitue pour l'ovule un abri, le soustrait aussi à l'action fécondante du mâle. Il est donc une résistance à briser, tandis qu'en le pénétrant, le mâle se réalise comme activité. Sa domination s'exprime par la posture du coït. Chez presque tous les animaux, le mâle est sur la femelle. Et sans doute, l'organe dont il se sert est matériel, lui aussi, mais il se découvre sous son aspect animé. C'est un outil. Tandis que dans cette opération, l'organe femelle n'est qu'un réceptacle inerte. Le mâle y dépose sa semence, la femelle la reçoit. Ainsi, bien que jouant dans la procréation un rôle fondamentalement actif, elle subit le coït qui l'aliène à elle-même par la pénétration et la fécondation interne.
Bien qu'elle éprouve le besoin sexuel comme un besoin individuel, puisqu'en Ruth il lui arrive de rechercher le mâle, l'aventure sexuelle est cependant vécue par elle, dans l'immédiat, comme une histoire intérieure et non comme une relation au monde et à autrui. Mais la différence fondamentale entre le mâle et la femelle mammifère, c'est que dans le même rapide instant, le spermatozoïde par lequel la vie du mâle se transcende en un autre lui devient étranger et se détache de son corps. Ainsi, le mâle, au moment où il dépasse son individualité, s'y enferme à nouveau. Au contraire, l'ovule a commencé à se séparer de la femelle, lorsque mûri, il s'est détaché du follicule pour tomber dans l'oviducte. Mais pénétré par un gamète étranger, il s'installe dans l'utérus. D'abord violée, la femelle est ensuite aliénée. Elle porte le fœtus dans son ventre jusqu'à un stade de maturation variable selon les espèces. Le cobaye naît presque adulte, le chien encore tout proche de l'état fœtal. Habitée par un autre qui se nourrit de sa substance, la femelle, pendant tout le temps de la gestation, est à la fois soi-même et autre que soi-même. Après l'accouchement, elle nourrit le nouveau-né du lait de ses mamelles. Si bien qu'on ne sait trop quand il peut être considéré comme autonome, au moment de la fécondation, de la naissance ou du sevrage. Il est remarquable que plus la femelle apparaît comme un individu séparé, plus impérieusement la continuité vivante s'affirme par-delà toute séparation. Le poisson, l'oiseau qui expulse l'ovule vierge ou l'œuf fécondé sont moins en proie à leur progéniture que la femelle mammifère. Celle-ci retrouve une autonomie après la naissance des petits. Alors il s'établit entre elle et eux une distance, et c'est à partir d'une séparation qu'elle se voue à eux. Elle s'occupe d'eux avec initiative et invention, elle lutte pour les défendre contre les autres animaux et devient même agressive. Mais normalement, elle ne cherche pas à affirmer son individualité. Elle ne s'oppose pas aux mâles ni aux autres femelles. Elle n'a guère d'instinct combatif. En dépit des assertions aujourd'hui controuvées de Darwin, elle accepte sans beaucoup choisir le mâle qui se présente. Ce n'est pas qu'elle ne possède pas de qualité individuelle, bien au contraire. Dans les périodes où elle échappe aux servitudes de la maternité, elle peut parfois s'égaler au mâle. La jument est aussi rapide que les talons, la chienne de chasse a autant de flair que le chien. Les guénondes manifestent, quand on les soumet à des tests, autant d'intelligence que les singes. Seulement, cette individualité n'est pas revendiquée. La femelle s'abdique au profit de l'espèce qui réclame cette abdication. Le destin du mâle est très différent. On vient de voir que dans son dépassement même, il se sépare et se confirme en lui-même. Ce trait est constant, de l'insecte aux animaux supérieurs. Même les poissons et les cétacés qui vivent par bancs, moellement confondus au sein de la collectivité, s'en arrachent en moment du rut. Ils s'isolent et deviennent agressifs à l'égard des autres mâles. Immédiate chez la femelle, la sexualité est chez le mâle médiatisée. Il y a une distance qu'il comble activement entre le désir et son assouvissement. Il bouge, il cherche, il palpe la femelle, la caresse, l'immobilise avant de la pénétrer. Les organes qui servent aux fonctions de relation, locomotion et préhension sont souvent mieux développés chez lui. Il est remarquable que l'impulsion vivante qui produit en lui la multiplication des spermatozoïdes se traduise aussi par l'apparition d'un plumage éclatant, d'écailles brillantes, de cornes, de bois, de crinières, par son chant, son exubérance. On ne pense plus que la livrée de noces qu'il revêt au moment du rut, ni que ses parades séductrices aient une finalité sélective. Mais elle manifeste la puissance de vie qui, avec un luxe gratuit et magnifique, s'épanouit alors chez lui. Cette générosité vitale, l'activité déployée en vue de l'accouplement et dans le coït même, l'affirmation dominatrice de son pouvoir sur la femelle, tout contribue à poser l'individu comme tel au moment de son dépassement vivant. C'est en cela que Hegel a raison de voir chez le mâle l'élément subjectif, tandis que la femelle demeure enveloppée dans l'espèce. Subjectivité et séparation signifient aussitôt conflit. L'agressivité est une des caractéristiques du mâle en rut. Elle ne s'explique pas par la compétition, puisque le nombre des femelles est sensiblement égal à celui des mâles. C'est plutôt la compétition qui s'explique à partir de cette volonté combative. On dirait que, avant de procréer, le mâle revendiquant comme proprement sien l'acte qui perpétue l'espèce, confirme dans sa lutte contre ses congénères la vérité de son individualité.
L'espèce habite la femelle et absorbe une grande partie de sa vie individuelle. Le mâle, au contraire, intègre à sa vie individuelle les forces vivantes spécifiques. Sans doute, il subit lui aussi des lois qui le dépassent, il y a chez lui spermatogénèse et un rut périodique, mais ces processus intéressent beaucoup moins que le cycle d'Estrien, l'ensemble de l'organisme. La production des spermatozoïdes n'est pas une fatigue, non plus que l'ovogénèse proprement dite. C'est le développement de l'œuf en un animal adulte qui est pour la femelle un travail absorbant. Le COI est une opération rapide et qui ne diminue pas la vitalité du mâle. Il ne manifeste à peu près aucun instinct paternel. Très souvent, il abandonne la femelle après l'accouplement. Quand il demeure près d'elle comme chef d'un groupe familial, famille monogamique, harem ou troupeau, c'est par rapport à l'ensemble de la communauté qu'il joue un rôle protecteur et nourricier. Il est rare qu'il s'intéresse directement aux enfants. Dans ces espèces favorables à l'épanouissement de la vie individuelle, l'effort du mâle vers l'autonomie, qui chez les animaux inférieurs cause sa perte, est couronné de succès. Il est généralement plus grand que la femelle, plus robuste, plus rapide, plus aventureux, il mène une vie plus indépendante et dont les activités sont plus gratuites, il est plus conquérant, plus impérieux, dans les sociétés animales, c'est toujours lui qui commande. Dans la nature, rien n'est jamais tout à fait clair. Les deux types, mâle et femelle, ne se distinguent pas toujours avec netteté. On observe parfois entre eux un dimorphisme, couleur du pelage, disposition des taches et bigarrure, qui semble absolument contingent. Il arrive au contraire qu'ils ne soient pas discernables et que leurs fonctions se différencient à peine, comme on en a vu pour les poissons. Cependant, dans l'ensemble, et surtout en haut de l'échelle animale, les deux sexes représentent deux aspects divers de la vie de l'espèce. Leur opposition n'est pas, comme on l'a prétendu, celle d'une activité et d'une passivité. Non seulement le noyau ovulaire est actif, mais le développement de l'embryon est un processus vivant, non un déroulement mécanique. Il serait trop simple de la définir comme celle du changement et de la permanence. Le spermatozoïde ne crée que parce que dans l'œuf, sa vitalité se maintient. L'ovule ne peut se maintenir qu'en se dépassant, sinon il régresse et dégénère. Cependant, il est vrai que dans ces opérations, toutes deux actives, maintenir et créer, la synthèse du devenir n'est pas réalisée de la même manière. Maintenir, c'est nier la dispersion des instants, c'est au cours de leur jaillissement affirmer la continuité. Créer, c'est faire éclater au sein de l'unité temporelle un présent irréductible, séparé. Et il est vrai aussi que dans la femelle, c'est la continuité de la vie qui cherche à se réaliser, tandis que la séparation en forces nouvelles et individualisées est suscitée par l'initiative mâle. Il lui est donc permis de s'affirmer dans son autonomie. L'énergie spécifique, il l'intègre à sa propre vie. Au contraire, l'individualité de la femelle est combattue par l'intérêt de l'espèce. Elle apparaît comme possédée par des puissances étrangères, aliénées. Et c'est pourquoi, lorsque l'individualité des organismes s'affirme davantage, l'opposition des sexes ne s'atténue pas. Au contraire, le mâle trouve des chemins de plus en plus divers pour dépenser les forces dont il se rend maître. La femelle ressent de plus en plus son asservissement. Le conflit entre ses intérêts propres et celui des forces génératrices qui l'habitent s'exaspère. L'accouchement des vaches, des juments, est beaucoup plus douloureux et dangereux que celui des souris, des lapines. La femme, qui est la plus individualisée des femelles, apparaît aussi comme la plus fragile, celle qui vit le plus dramatiquement sa destinée et qui se distingue le plus profondément de son mâle. Dans l'humanité, comme dans la plupart des espèces, il naît à peu près autant d'individus des deux sexes, 100 filles pour 104 garçons. L'évolution des embryons est analogue. Cependant, l'épithélium primitif demeure neutre plus longtemps chez le fœtus femelle. Il en résulte qu'il est plus longtemps soumis à l'influence du milieu hormonal et que son développement se trouve plus souvent inversé. La plupart des hermaphrodites seraient des sujets génotypiquement féminins qui se seraient masculinisés ultérieurement. On dirait que l'organisme mâle se définit d'emblée comme mâle, tandis que l'embryon femelle hésite à accepter sa féminité. Mais ces premiers balbutiements de la vie fœtale sont encore trop mal connus pour qu'on puisse leur assigner un sens. Une fois constitués, les appareils génitaux sont dans les deux sexes symétriques. Les hormones de l'un et de l'autre appartiennent à la même famille chimique, celle des stérols, et dérivent tous en dernière analyse de la cholestérol. Ce sont eux qui commandent les différenciations secondaires du soma. Ni leur formule ni les singularités anatomiques ne définissent la femelle humaine comme telle. C'est son évolution fonctionnelle qui la distingue du mâle.
Comparativement, le développement de l'homme est simple. De la naissance à la puberté, il croît à peu près régulièrement. Vers 15 ou 16 ans commence la spermatogénèse qui s'effectue de manière continue jusqu'à la vieillesse. Son apparition s'accompagne d'une production d'hormones qui précise la constitution virile du soma. Dès lors, le mâle a une vie sexuelle qui est normalement intégrée à son existence individuelle. Dans le désir, dans le coït, son dépassement vers l'espèce se confond avec le moment subjectif de sa transcendance. Il est son quart. L'histoire de la femme est beaucoup plus complexe. Dès la vie embryonnaire, la provision d'oocytes est définitivement constituée. L'ovaire contient environ 50 000 ovules enfermés chacun dans un follicule, et dont 400 environ arriveront à maturité. Dès sa naissance, l'espèce a pris possession d'elle et tente de s'affirmer. En venant au monde, la femme traverse une sorte de première puberté. Les oocytes grossissent soudainement. Puis, l'ovaire se réduit d'un tiers environ. On dirait qu'un répit est accordé à l'enfant. Tandis que son organisme se développe, son système génital demeure à peu près stationnaire. Certains follicules se gonflent, mais sans arriver à maturité. La croissance de la fillette est analogue à celle du garçon. À âge égal, elle est même souvent plus grande et plus lourde que lui. Mais au moment de la puberté, l'espèce réaffirme ses droits. Sous l'influence de sécrétions ovariennes, le nombre des follicules en voie de croissance augmente, l'ovaire se congestionne et grossit, un des ovules arrive à maturité et le cycle menstruel s'ouvre. Le système génital prend son volume et sa forme définitive, le soma se féminise, l'équilibre endocrinien s'établit. Il est remarquable que cet événement prenne la figure d'une crise. Ce n'est pas sans résistance que le corps de la femme laisse l'espèce s'installer en elle. Et ce combat l'affaiblit et la met en danger. Avant la puberté, il meurt environ autant de garçons que de filles. De 14 à 18 ans, il meurt 128 filles pour 100 garçons et de 18 à 22 ans, 5 filles pour 100 garçons. C'est à ce moment que souvent apparaissent chlorose, tuberculose, scoliose, ostéomyélite, etc. Chez certains sujets, la puberté est anormalement précoce. Elle peut se produire vers 4 ou 5 ans. Chez d'autres, au contraire, elle ne se déclenche pas. Le sujet est alors infantile, il souffre d'aménorrhée ou de dysménorrhée. Certaines femmes présentent des signes de virilisme. Un excès de sécrétions élaborées par les glandes surrénales leur donne des caractères masculins. Ces anomalies ne représentent absolument pas des victoires de l'individu sur la tyrannie de l'espèce. À celle-ci, il n'est aucun moyen d'échapper, car en même temps qu'elle asservit la vie individuelle, elle l'alimente. Cette dualité s'exprime au niveau des fonctions ovariennes. Dans l'ovaire, la vitalité de la femme a ses racines, comme celle de l'homme, dans les testicules. Dans les deux cas, l'individu chastré n'est pas seulement stérile, il régresse et dégénère. Non, formé, mal formé, l'organisme est tout entièrement appauvri et déséquilibré. Il ne s'épanouit que par l'épanouissement du système génital. Et cependant, beaucoup des phénomènes génitaux n'intéressent pas la vie singulière du sujet et même la mettent en danger. Les glandes mammaires, qui se développent au moment de la puberté, n'ont aucun rôle dans l'économie individuelle de la femme. À n'importe quel moment de sa vie, on peut en faire l'ablation. Beaucoup de sécrétions ovariennes ont leur finalité dans l'ovule, dans sa maturation, dans l'adaptation de l'utérus à ses besoins. Pour l'ensemble de l'organisme, elles sont un facteur de déséquilibre plutôt que de régulation. La femme est adaptée aux besoins de l'ovule plutôt qu'à elle-même. De la puberté à la ménopause, elle est le siège d'une histoire qui se déroule en elle et qui ne la concerne pas personnellement. Les anglo-saxons appellent la menstruation « the curse », la malédiction. Et en effet, il n'y a dans le cycle menstruel aucune finalité individuelle. On croyait, au temps d'Aristote, que chaque mois s'écoulait un sang destiné à constituer, en cas de fécondation, le sang et la chair de l'enfant. La vérité de cette vieille théorie, c'est que sans répit, la femme ébauche le travail de la gestation. Chez les autres mammifères, ce cycle œstrien ne se déroule que pendant une saison. Il ne s'accompagne pas d'écoulements sanglants. C'est seulement chez les singes supérieurs et chez la femme qu'il s'accomplit chaque mois dans la douleur et le sang. 23. Pendant 14 jours environ, un des follicules de Graaff qui enveloppe les ovules s'accroît en volume et mûrit, cependant que l'ovaire sécrète l'hormone située au niveau des follicules et appelée folliculine. Le 14e jour s'effectue la ponte. La paroi du follicule se rompt, ce qui entraîne parfois une légère hémorragie. L'œuf tombe dans les trompes, cependant que la cicatrice évolue de manière à constituer le corps jaune.
Alors commence la seconde phase, ou phase lutéinique, caractérisée par la sécrétion de l'hormone appelée progestine, qui agit sur l'utérus. Celui-ci se modifie, le système capillaire de la paroi se congestionne, elle se plisse, se gaufre, formant des espèces de dentelles. Ainsi s'édifie dans la matrice un berceau destiné à recevoir l'œuf fécondé. Ces transformations cellulaires étant irréversibles, dans les cas où il n'y a pas fécondation, cet édifice ne se résorbe pas. Peut-être, chez les autres mammifères, les débris inutiles en sont-ils emportés par les vaisseaux lymphatiques. Mais chez la femme, lorsque les dentelles endométrales s'écroulent, il se produit une exfoliation de la muqueuse, les capillaires s'ouvrent et une masse sanguine suinte à l'extérieur. Puis, tandis que le corps jaune dégénère, la muqueuse se reconstitue et une nouvelle phase folliculaire commence. Ce processus complexe, encore assez mystérieux dans ses détails, met en branle l'organisme tout entier puisqu'il s'accompagne de sécrétions hormonales qui réagissent sur la thyroïde et l'hypophyse, sur le système nerveux central et le système végétal et par conséquent sur tous les viscères. Presque toutes les femmes, plus de 85%, présentent des troubles pendant cette période. La tension artérielle s'élève avant le début de l'écoulement sanguin et s'abaisse ensuite. La vitesse du pouls et souvent la température augmente. Les cas de fièvre sont fréquents. L'abdomen devient douloureux. On observe souvent une tendance à la constipation et ensuite des diarrhées. Souvent aussi, il y a augmentation du volume du foie, rétention d'urée, albuminurie. Beaucoup de sujets présentent une hyperémie de la muqueuse pituitaire, mal de gorge et certains des troubles de l'ouïe et de la vue. La sécrétion de sueur est augmentée et s'accompagne au début des règles d'une odeur sui generis qui peut être très forte et persister pendant toute la menstruation. Le métabolisme basal est augmenté. Le nombre des globules rouges diminue, cependant le sang véhicule des substances généralement mises en réserve dans les tissus, en particulier des sels de calcium. La présence de ces sels réagit sur l'ovaire, sur la thyroïde qui s'hypertrophie, sur l'hypophyse qui préside à la métamorphose de la muqueuse utérine et dont l'activité se trouve accrue. Cette instabilité des glandes amène une grande fragilité nerveuse. Le système central est attent, il y a souvent céphalée et le système végétatif réagit avec exagération. Il y a diminution du contrôle automatique par le système central, ce qui libère des réflexes, des complexes convulsifs et se traduit par une grande instabilité d'humeur. La femme est plus émotive, plus nerveuse, plus irritable que de coutume et peut présenter des troubles psychiques graves. C'est dans cette période qu'elle éprouve le plus péniblement son corps comme une chose opaque, aliénée. Il est la proie d'une vie têtue et étrangère qui, en lui, chaque mois fait et défait un berceau. Chaque mois, un enfant se prépare à naître et avorte dans l'écroulement des dentelles rouges. La femme, comme l'homme, est son corps, mais son corps est autre chose qu'elle. La femme connaît une aliénation plus profonde quand l'œuf fécondé descend dans l'utérus et s'y développe. Certes, la gestation est un phénomène normal qui, s'il se produit dans les conditions normales de santé et de nutrition, n'est pas nuisible à la mère. Il s'établit même entre elle et le fœtus certaines interactions qui lui sont favorables. Cependant, contrairement à une théorie optimiste dont l'utilité sociale est trop évidente, la gestation est un travail fatigant qui ne présente pas pour la femme un bénéfice individuel et exige au contraire de lourds sacrifices. Elle s'accompagne souvent, dans les premiers mois, d'un manque d'appétit et de vomissements qu'on observe chez aucune autre femelle domestique et qui manifeste la révolte de l'organisme contre l'espace qui prend possession de lui. Il s'appauvrit en phosphore, en calcium, en fer, ce dernier déficit étant par la suite difficile à combler. La suractivité du métabolisme exalte le système endocrinien. Le système nerveux négatif est en état d'excitabilité augmentée. Quant au sang, son poids spécifique diminue, il est anémié, il est analogue à celui des jeûneurs, des inanités, des personnes ayant subi des saignées répétées, des convalescents. Tout ce qu'une femme saine et bien nourrie peut espérer, c'est après l'accouchement de récupérer sans trop de peine ses dépenses. Mais souvent, il se produit au cours de la grossesse de graves accidents ou du moins de dangereux désordres. Et si la femme n'est pas robuste, si son hygiène n'est pas soigneuse, elle sera prématurément déformée et vieillie par les maternités. On sait combien le cas est fréquent dans les campagnes. L'accouchement lui-même est douloureux, il est dangereux. C'est dans cette crise qu'on voit avec le plus d'évidence que le corps ne satisfait pas toujours l'espèce et l'individu ensemble. Il arrive que l'enfant meure et aussi qu'en venant à la vie, il tue sa mère ou que sa naissance provoque en elle une maladie chronique.
L'allaitement est aussi une servitude épuisante. Un ensemble de facteurs, dont le principal est sans doute l'apparition d'une hormone, la progestine, amène dans les glandes mammaires la sécrétion du lait. La montée en est douloureuse, elle s'accompagne souvent de fièvre et c'est au détriment de sa propre vigueur que la nourrice alimente le nouveau-né. Le conflit espèce-individu, qui dans l'accouchement prend parfois une figure dramatique, donne au corps féminin une inquiétante fragilité. On dit volontiers que les femmes ont des maladies dans le ventre, et il est vrai qu'elles enferment en elles un élément hostile, c'est l'espèce qui les ronge. Beaucoup de leurs maladies ne résultent pas d'une infection d'origine externe, mais d'un dérèglement interne. Ainsi, les fausses métrites sont produites par une réaction de la muqueuse utérine à une excitation ovarienne anormale. Si le corps jaune persiste, au lieu de se résorber après la menstruation, il provoque des salpingites et des endométrites, etc. C'est encore par une crise difficile que la femme échappe à l'emprise de l'espèce. Entre 45 et 50 ans se déroulent les phénomènes de la ménopause, inverses de ceux de la puberté. L'activité ovarienne diminue et même disparaît. Cette disparition entraîne un appauvrissement vital de l'individu. On suppose que les glandes cataboliques, thyroïde et hypophyse, s'efforcent de suppléer aux insuffisances de l'ovaire. Ainsi observe-t-on, à côté de la dépression du retour d'âge, des phénomènes de sursaut, bouffées de chaleur, hypertension, nervosité, il y a parfois recrudescence de l'instinct sexuel. Certaines femmes fixent alors de la graisse dans leurs tissus, d'autres se virilisent. Chez beaucoup, un équilibre endocrinien se rétablit. Alors, la femme se trouve délivrée des servitudes de la femelle. Elle n'est pas comparable à un eunuque car sa vitalité est intacte. Cependant, elle n'est plus la proie de puissance qui la déborde. Elle coïncide avec elle-même. On a dit parfois que les femmes âgées constituaient un troisième sexe, et en effet, elles ne sont pas des mâles, mais ne sont plus des femelles. Et souvent, cette autonomie physiologique se traduit par une santé, un équilibre, une vigueur qu'elles ne possédaient pas auparavant. Aux différenciations proprement sexuelles se superposent chez la femme des singularités qui en sont plus ou moins directement les conséquences. Ce sont des actions hormonales qui déterminent son soma. En moyenne, elle est plus petite que l'homme, moins lourde, son squelette est plus grêle, le bassin plus large, adapté aux fonctions de la gestation et de l'accouchement. Son tissu conjonctif fixe des graisses et ses formes sont plus arrondies que celles de l'homme. L'allure générale, morphologie, peau, système pileux, etc. est nettement différente dans les deux sexes. La force musculaire est beaucoup moins grande chez la femme, environ les 2/3 de celle de l'homme. Elle a une moindre capacité respiratoire. Les poumons, la trachée et le larynx sont moins grands chez elle. La différence du larynx entraîne aussi la différence des voix. Le poids spécifique du sang est moindre chez les femmes, il y a moindre fixation d'hémoglobine. Elles sont donc moins robustes, plus disposées à l'anémie. Leur pouls bat plus vite, leur système vasculaire est plus instable, elles rougissent aisément. L'instabilité est un trait frappant de leur organisme en général. Entre autres, il y a chez l'homme stabilité dans le métabolisme du calcium, tandis que la femme fixe beaucoup moins de sel de chaux. Elles en éliminent pendant les règles et pendant la grossesse. Il semble que les ovaires aient, touchant le calcium, une action catabolique. Cette instabilité amène des désordres dans les ovaires et dans la thyroïde qui est plus développée chez elle que chez l'homme. Et l'irrégularité des sécrétions endocrines réagit sur le système nerveux végétatif, le contrôle nerveux et musculaire est imparfaitement assuré. Ce manque de stabilité et de contrôle entraîne leur émotivité, directement liée aux variations vasculaires, battements de cœur, rougeur, etc. Et elles sont par là sujettes aux manifestations convulsives, larmes, fous rires, crises de nerfs. On voit que beaucoup de ces traits proviennent encore de la subordination de la femme à l'espèce. C'est là la conclusion la plus frappante de cet examen. Elle est, de toutes les femelles mammifères, celle qui est le plus profondément aliénée et celle qui refuse le plus violemment cette aliénation. En aucune, l'asservissement de l'organisme à la fonction reproductrice n'est plus impérieux ni plus difficilement accepté.
Crise de la puberté et de la ménopause, malédiction mensuelle, grossesse longue et souvent difficile, accouchement douloureux et parfois dangereux, maladies, accidents sont caractéristiques de la femelle humaine. On dirait que son destin se fait d'autant plus lourd qu'elle se rebelle contre lui davantage en s'affirmant comme individu. Si on la compare au mâle, celui-ci apparaît comme infiniment privilégié. Sa vie génitale ne contrarie pas son existence personnelle. Elle se déroule d'une manière continue, sans crise et généralement sans accident. En moyenne, les femmes vivent aussi longtemps que lui. Mais elles sont beaucoup plus souvent malades et il y a de nombreuses périodes où elles n'ont pas la disposition d'elles-mêmes. Ces données biologiques sont d'une extrême importance. Elles jouent dans l'histoire de la femme un rôle de premier plan. Elles sont un élément essentiel de sa situation. Dans toutes nos descriptions ultérieures, nous aurons à nous y référer. Car le corps étant l'instrument de notre prise sur le monde se présente tout autrement selon qu'il est appréhendé d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous les avons si longuement étudiées. Elles sont une des clés qui permettent de comprendre la femme. Mais ce que nous refusons, c'est l'idée qu'elles constituent pour elle un destin figé. Elles ne suffisent pas à définir une hiérarchie des sexes, elles n'expliquent pas pourquoi la femme est l'autre, elles ne la condamnent pas à conserver à jamais ce rôle subordonné. On a prétendu souvent que la seule physiologie permettait de répondre à ces questions. La réussite individuelle a-t-elle les mêmes chances dans les deux sexes? Lequel joue dans l'espèce le rôle le plus important? Mais le premier de ces problèmes ne se présente pas du tout de la même manière pour la femme et pour les autres femelles, car les animaux constituent des espèces données dont il est possible de fournir des descriptions statiques. Il suffit de grouper des observations pour décider si la jument est ou non aussi rapide que les talons, si les chimpanzés mâles réussissent les tests intellectuels mieux que leurs compagnes. Tandis que l'humanité est sans cesse en devenir. Il y a eu des savants matérialistes qui ont prétendu poser le problème d'une manière purement statique. Imbus de la théorie du parallélisme psychophysiologique, ils ont cherché à établir des comparaisons mathématiques entre les organismes mâles et femelles, et ils imaginaient que ces mesures définissaient immédiatement leur capacité fonctionnelle. Je citerai un exemple des discussions oiseuses qu'a suscité cette méthode. Comme on supposait que, de quelque mystérieuse façon, le cerveau sécrète la pensée, il a semblé très important de décider si le poids moyen de l'encéphale féminin est ou non moindre que celui de l'encéphale mâle. On a trouvé qu'en moyenne le premier pèse 1200 grammes et le second 1360, le poids de l'encéphale féminin variant de 1000 à 1500 grammes et celui des hommes de 1150 à 1700. Mais le poids absolu n'est pas significatif, c'est du poids relatif qu'on a donc résolu de tenir compte. On trouve qu'il est de 1,48,4 chez l'homme et 1,44,2 pour la femme. Elle serait donc avantagée. Non, il faut encore rectifier. En de telles comparaisons, c'est l'organisme le plus petit qui semble toujours privilégié. Pour faire correctement abstraction du corps en comparant deux groupes d'individus, il faut diviser le poids de l'encéphale par la puissance 0,56 du poids du corps s'ils appartiennent à la même espèce. On considère qu'hommes et femmes représentent deux types différents. On arrive donc au résultat suivant. Pour l'homme, P 0,56 égale 498, 1360 sur 498 égale 2,73. Pour la femme, P 0,56 égale 446, 1220 sur 446 égale 2,74. On aboutit à l'égalité. Mais ce qui enlève beaucoup d'intérêt à ces débats soigneux, c'est que nul rapport n'a pu être établi entre le poids de l'encéphale et le développement de l'intelligence. On ne saurait pas davantage donner une interprétation psychique des formules chimiques qui définissent les hormones mâles et femelles. Quant à nous, nous rejetons catégoriquement l'idée d'un parallélisme psychophysiologique. C'est une doctrine dont les fondements ont été depuis longtemps et définitivement sapés. Si je la signale, c'est que philosophiquement et scientifiquement ruinée, elle hante encore bien des esprits. On a vu que traîne encore en certains de plus antiques survivances. Nous refusons aussi tout système de référence qui sous-entend l'existence d'une hiérarchie naturelle de valeurs, par exemple d'une hiérarchie évolutive. Il est oiseux de se demander si le corps féminin est ou non plus infantile que celui de l'homme, s'il se rapproche plus ou moins de celui des primates supérieurs, etc.
Toutes ces dissertations qui mélangent un vague naturalisme avec une éthique ou une esthétique encore plus vague ne sont que pur verbiage. C'est seulement dans une perspective humaine qu'on peut comparer dans l'espèce humaine la femelle et le mâle. Mais la définition de l'homme, c'est qu'il est un être qui n'est pas donné, qui se fait être ce qu'il est. Comme l'a dit très justement Merleau-Ponty, l'homme n'est pas une espèce naturelle, c'est une idée historique. La femme n'est pas une réalité figée, mais un devenir. C'est dans son devenir qu'il faudrait la confronter à l'homme, c'est-à-dire qu'il faudrait définir ses possibilités. Ce qui fausse tant de débats, c'est qu'on veut la réduire à ce qu'elle a été, à ce qu'elle est aujourd'hui, cependant qu'on pose la question de ses capacités. Le fait est que des capacités ne se manifestent avec évidence que lorsqu'elles ont été réalisées. Mais le fait est aussi que lorsqu'on considère un être qui est transcendant ses dépassements, on ne peut jamais arrêter les comptes. Cependant, dira-t-on, dans la perspective que j'adopte, celle de Heidegger, de Sartre, de Merleau-Ponty, si le poids n'est pas une chose, il est une situation, c'est notre prise sur le monde et l'esquisse de nos projets. La femme est plus faible que l'homme, elle possède moins de force musculaire, moins de globules rouges, une moindre capacité respiratoire. Elle court moins vite, soulève des poids moins lourds, il n'y a à peu près aucun sport où elle puisse entrer en compétition avec lui. Elle ne peut pas affronter le mal dans la lutte. À cette faiblesse s'ajoute l'instabilité, le manque de contrôle et la fragilité dont nous avons parlé. Ce sont des faits. Sa prise sur le monde est donc plus restreinte, elle a moins de fermeté et moins de persévérance dans des projets qu'elle est aussi moins capable d'exécuter. C'est dire que sa vie individuelle est moins riche que celle de l'homme. En vérité, ces faits ne sauraient se nier, mais ils ne portent pas en eux-mêmes leur sens. Dès que nous acceptons une perspective humaine, définissant le corps à partir de l'existence, la biologie devient une science abstraite. Au moment où la donnée physiologique, infériorité musculaire, revêt une signification, celle-ci apparaît aussitôt comme dépendante de tout un contexte. La faiblesse ne se révèle comme telle qu'à la lumière des buts que l'homme se propose, des instruments dont il dispose et des lois qu'il s'impose. S'il ne voulait pas appréhender le monde, l'idée même de prise sur les choses n'aurait pas de sens. Quand, dans cette appréhension, le plein emploi de la force corporelle n'est pas exigé, au-dessous du minimum utilisable, les différences s'annulent. Là où les mœurs interdisent la violence, l'énergie musculaire ne saurait fonder une domination. Il faut des références existentielles, économiques et morales pour que la notion de faiblesse puisse être concrètement définie. On a dit que l'espèce humaine était une antiphysis. L'expression n'est pas tout à fait exacte, car l'homme ne saurait contredire le donné. Mais c'est par la manière dont il l'assume qu'il en constitue la vérité. La nature n'a de réalité pour lui qu'en tant qu'elle est reprise par son action. Sa propre nature ne fait pas exception. Pas plus que sa prise sur le monde, il n'est possible de mesurer dans l'abstrait la charge que constitue pour la femme la fonction génératrice. Le rapport de la maternité à la vie individuelle est naturellement réglé chez les animaux par le cycle du rut et des saisons. Il est indéfini chez la femme. Seule la société peut en décider. Selon qu'elle réclame plus ou moins de naissances, selon les conditions hygiéniques dans lesquelles se déroulent grossesse et accouchement, l'asservissement de la femme à l'espèce est plus ou moins étroit. Ainsi, si l'on peut dire que parmi les animaux supérieurs, l'existence individuelle s'affirme plus impérieusement chez le mâle que chez la femelle, dans l'humanité, les possibilités individuelles dépendent de la situation économique et sociale. De toute manière, il n'arrive pas toujours que les privilèges individuels du mâle lui confèrent au sein de l'espèce la supériorité. La femelle reconquiert dans la maternité une autre sorte d'autonomie. Quelquefois, il impose sa domination. C'est le cas, par exemple, des singes étudiés par Zuckerman. Mais souvent, les deux moitiés du couple mènent une vie séparée. Le lion partage avec la lionne à égalité les soins du foyer. Ici encore, le cas de l'espèce humaine ne se laisse réduire à aucun autre. Ce n'est pas comme individus que les hommes se définissent d'abord. Jamais hommes et femmes ne se sont défiés en combat singulier. Le couple est un Mitsein originel, et lui-même apparaît toujours comme un élément fixe ou transitoire d'une collectivité plus vaste. Au sein de ces sociétés, qui du mâle ou de la femelle est le plus nécessaire à l'espèce ? Au niveau des gamètes, au niveau des fonctions biologiques du coït et de la gestation, le principe mâle crée pour maintenir, le principe femelle maintient pour créer. Que devient cette division dans la vie sociale ?
Pour les espèces fixées à des organismes étrangers ou à des substrata, pour celles à qui la nature dispense des aliments en abondance et sans effort, le rôle du mâle se borne à la fécondation. Quand il faut quêter, chasser, lutter pour assurer la nourriture nécessaire aux petits, le mâle concourt souvent à leur entretien. Ce concours devient absolument indispensable dans une espèce où les enfants demeurent incapables de subvenir à leurs besoins longtemps après que la mère a cessé de les allaiter. Alors le travail du mâle prend une extrême importance. Les vies qu'il a suscitées ne se maintiendraient pas sans lui. Il suffit d'un mâle pour féconder chaque année quantité de femelles. Mais pour qu'après leur naissance les enfants survivent, pour les défendre contre les ennemis, pour arracher à la nature tout ce dont ils ont besoin, ce sont les mâles qui sont nécessaires. L'équilibre des forces productrices et des forces reproductrices se réalise différemment aux divers moments économiques de l'histoire humaine, et il conditionne le rapport du mâle et de la femelle aux enfants et par suite entre eux. Mais nous sortons alors du domaine de la biologie. À sa seule lumière, on ne saurait poser la primaté d'un des sexes quant au rôle qu'il joue pour perpétuer l'espèce. Enfin, une société n'est pas une espèce. En elle, l'espèce se réalise comme existence. Elle se transcende vers le monde et vers l'avenir. Ses mœurs ne se déduisent pas de la biologie. Les individus ne sont jamais abandonnés à leur nature. Ils obéissent à cette seconde nature qu'est la coutume et dans laquelle se reflètent des désirs et des craintes qui traduisent leur attitude ontologique. Ce n'est pas en tant que corps, c'est en tant que corps assujetti à des tabous, à des lois, que le sujet prend conscience de lui-même et s'accomplit. C'est au nom de certaines valeurs qu'il se valorise. Et encore une fois, ce n'est pas la physiologie qui saurait fonder des valeurs. Plutôt, les données biologiques revêtent celles que l'existant leur confère. Si le respect ou la peur qu'inspire la femme interdisent d'user de violence envers elle, la supériorité musculaire du mâle n'est pas source de pouvoir. Si les mœurs veulent, comme en certaines tribus indiennes, que ce soit les jeunes filles qui se choisissent des maris, ou si c'est le père qui décide des mariages, l'agressivité sexuelle du mâle ne lui confère aucune initiative, aucun privilège. La liaison intime de la mère à l'enfant sera source pour elle de dignité ou d'indignité selon la valeur accordée à l'enfant et qui est très variable. Cette liaison même, on l'a dit, sera reconnue ou non selon les préjugés sociaux. Ainsi, c'est à la lumière d'un contexte ontologique, économique, social et psychologique que nous aurons à éclairer les données de la biologie. L'asservissement de la femme à l'espèce, les limites de ses capacités individuelles sont des faits d'une extrême importance, le corps de la femme étant des éléments essentiels de la situation qu'elle occupe en ce monde. Mais ce n'est pas non plus lui qui suffit à la définir. Il n'a de réalité vécue qu'en tant qu'assumé par la conscience, à travers des actions et au sein d'une société. La biologie ne suffit pas à fournir une réponse à la question qui nous préoccupe. Pourquoi la femme est-elle l'autre ? Il s'agit de savoir comment en elle la nature a été reprise au cours de l'histoire. Il s'agit de savoir ce que l'humanité a fait de la femelle humaine.